Quoi de plus parisien que ce décor, que cette musique? Depuis près d'un siècle, quelques simples notes de valse musettes populaires. Ils sont la version canaille des bals donnés dans les grands théâtres et opéras, puis en privé, par la bourgeoisie. Ce son si particulier, c'est celui du peuple de Paris célébrant l'armistice de 1918 ou le Front populaire. C'est celui des dimanches après-midi au bord de la Marne et des 14 juillet en famille. Une avalanche de souvenirs collectifs et personnels. Paris, c'est la Tour Eiffel, disait une chanson. C'est aussi le musette. Tout cela est vrai, mais insuffisant. Car l'histoire de cette musique, qui colle si bien au pavé de Paris, est plus complexe, et ses acteurs surprenants. Ce symbole parisien est en effet le fruit de ce que l'on nomme aujourd'hui un métissage culturel. Dans le Cantal ou le Puy-de-Dôme, les musiciens auvergnats s'interpellaient ainsi, le son aigu de leur cabrette portant d'une vallée à l'autre. Ils sont les premiers personnages de cette histoire. Pendant longtemps, les habitants du Massif central ont vécu un peu à l'écart des grands fracas du monde. Leur vie s'écoulait au rythme lent des campagnes d'antan. Les travaux des champs, immuables, les générations qui se succèdent sans jamais quitter leur village, la langue, issue de patois regroupés sous l'appellation d'occitan, mais aussi les danses et la musique qui font l'âme d'un peuple. Mais parfois, poussés par la nécessité, quelques audacieux s'élançaient vers la capitale, emmenant avec eux leur cabrette, qu'on appelle aussi musette. Les gens qui venaient à Paris étaient chassés en fait par la misère de leur région natale, ou parfois aussi en hiver, comme il n'y a pas beaucoup de travail dans les prés, ils venaient en hiver travailler à Paris, ils retournaient en été, donc ils faisaient le voyage entre l'Auvergne et Paris. La migration des Auvergnats dans la capitale a commencé bien avant même le XVIIIe siècle. On en parlait déjà avant la Révolution. Il y avait un auteur qui s'appelait Louis-Sébastien Mercier, puis qui racontait donc la venue des Auvergnats dans la capitale. À l'époque, c'était ramoneurs, comme les Savoyards, où ils étaient porteurs d'eau, parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'eau dans les maisons, et donc ils allaient chercher l'eau à la fontaine, et ils portaient l'eau avec des seaux dans les maisons. Alors ils avaient un joug sur l'épaule, et ils avaient un seau d'eau devant et un seau d'eau derrière, et comme ça, c'était un métier. Et certains se sont enrichis d'ailleurs dans ce métier, mais il fallait quand même en porter beaucoup pour arriver à bien gagner sa vie avec ce type de travail. Et puis ça a continué comme ça. Après, vous avez eu les livreurs de bain, c'est pareil, ils avaient deux courroies sur les épaules, ils avaient une baignoire en cuivre attachée au dos, enfin, et ensuite ils les montaient avec un seau d'eau chaude, ils versaient le seau d'eau chaude, ils allaient dans la cour, ils prenaient de l'eau froide, mélangeaient avec l'eau chaude, ils attendaient ensuite dehors que la personne ait fini de prendre son bain, et puis repartaient avec la baignoire pour le client suivant. C'était vraiment les immigrés de l'époque qui ne parlaient pas français ou mal français, c'était quand même une époque où les gens parlaient leur patois ou leur dialecte local, et puis ils se retrouvaient dans un ghetto tous ensemble, ils travaillaient ensemble, ils vivaient ensemble, et chaque région de Paris d'ailleurs avait son quartier. Pour les Auvergnats c'était la Bastille, pour les Bretons c'était évidemment Montparnasse, et même les Alsaciens ils se regroupaient un petit peu vers la gare de l'Est, logiquement la gare d'arrivée à Paris. En 1891, il y a un recensement qui est fait, et on disait qu'ils étaient à peu près 75 000 à cette époque. Et puis dans les années 1900, il y a une forte émigration à ce moment-là, donc c'est un grand phénomène d'exode rural aussi en France. Et subitement, ils sont 100 000, donc c'est vraiment une population qui compte et qui pèse dans la société parisienne. En 1926, il y a eu un recensement, si vous voulez, qui donnait un peu plus de 200 000 habitants originaires du Massif central à Paris. Et c'était donc la première communauté régionale qui représentait à peu près 10% de la population parisienne, loin devant les Bretons, qui étaient à peu près 2 fois moins nombreux, et toutes les autres communautés régionales. Il y avait un quartier très particulier aux Auvergnats qui était près de la Bastille, dans le 11e arrondissement. Vous aviez un ensemble qui faisait un carré en quelque sorte, si vous voulez. Il y avait la rue de la Roquette, la rue de Lappe, la rue de Charonne, la rue du Faubourg Saint-Antoine, le passage Thierry. Et donc les Auvergnats étaient regroupés pendant un certain temps dans ce quartier qu'on a surnommé la Petite Auvergne. Alors les commerces, c'était par exemple les commerces de salaison, les cafés, les tabacs et les bals. Alors les bals auvergnats, à l'époque on ne parlait pas de folklore parce qu'on était dans une musique vivante. Donc c'était la musique de cette communauté. C'était vraiment une communauté, la communauté auvergnate travaillait beaucoup, peu de temps de repos,
Et donc à ces temps de repos, ben, on se retrouvait pour s'amuser et se rencontrer, puisque le bal a toujours été ça, c'était le bal. Et le bal, il était au violon, à la cabrette, donc la musette, via la roue, donc les instruments un peu typiques de l'Auvergne. On enlevait les sabots de bois et on dansait souvent pieds nus, parce que même les patrons râlaient, parce que ça abîmait leur parquet, donc ils préféraient que les jeunes dansent pieds nus ou en chaussettes ou ça. Mais c'était le bal de la communauté, et ça c'était vraiment un moment important, un moment fédérateur pour ces gens qui étaient des expatriés. Cette tradition a perduré. Aujourd'hui encore, les Auvergnats de Paris se retrouvent pour danser, pour le plaisir d'être ensemble et d'écouter les mêmes musiques que leurs arrière-grands-parents. Comme tout genre musical, on ne peut pas donner un jour, une heure, une minute en disant le musette est né. Le mot apparaît depuis très longtemps, puisque Marie-Antoinette, sous le règne de Marie-Antoinette, on jouait de la musette de cour, une petite cornemuse faite en ivoire. Et ce mot musette va rester sur des cornemuses, et principalement une qui va être celle du milieu auvergnat, une cornemuse qui va être fabriquée à Paris, et que les Auvergnats vont appeler la musette, qui va être la cornemuse de tous ces Auvergnats montés à Paris. Et là, on est dans les années 1870-1880, donc le mot musette est là, il y a des balles à la musette. Et tout ça va se transformer doucement, doucement. L'arrivée d'un autre instrument, l'accordéon, le bal à la musette disparaît, devient le bal musette. Et là, on est dans les années 1890-1900. L'accordéon, c'est un Européen. Il est en Autriche, il est aussi en Allemagne en même temps. 1829 en Autriche, dès 1830, les facteurs d'orgue s'emparent de ça et font l'instrument du romantisme à Paris. Il est joué uniquement par les filles dans les salons bourgeois, et même on a des témoignages où quand les jeunes gens arrivent, ils s'évanouissent devant le son de cet instrument. Et là, il va disparaître dans les années 1870-1880 avec l'arrivée du piano moderne. Là, on le jette. Mais il va revenir sous une forme beaucoup plus sophistiquée qu'on appelle diatonique, un système de poussée-tirée assez prise de tête. Il remonte par l'immigration. On commence à voir des petits Italiens dans les rues qui jouaient de ces modèles-là. Et il commence à pénétrer le bal. Et voici donc qu'arrivent pas à pas, accordéon en bandoulière, les autres héros de l'histoire venus de plus loin encore, les Italiens. La migration italienne est quelque chose qui a commencé pratiquement depuis toujours, puisque c'est un pays voisin, mais il y a quand même au cours du 19e siècle une dimension qui est très importante, qui est surtout dans une région comme la région parisienne, qui est celle de populations ambulantes, nomades, ceux que l'on appelait les girovaghi, qui sont plutôt des musiciens ambulants, des montreurs d'ours. On pense que globalement, il y a eu à peu près 4 millions d'Italiens qui sont venus en France. Au long d'une période qui va de 1800, qu'est-ce qu'on va dire, de 1860 jusqu'en 1960, à peu près un siècle. On distingue normalement au moins 3 grandes phases. Disons la première qui va du début de l'immigration de masse vers 1860, donc au milieu du Second Empire, jusqu'à la Grande Guerre. C'est la première vague. La deuxième vague, c'est celle de l'entre-deux-guerres, et la troisième, c'est celle après 45. Et ces gens arrivent et jouent de l'accordéon entre eux, mais commencent à essayer de se glisser dans les balles. Et ce qu'il y a de plus comme balles à Paris, ce sont les balles auvergnats dans ces années-là. Donc ils proposent de jouer la musique auvergnate et la musique moderne de l'époque, les chansons modernes, et pour moins cher. Donc ce qui va intéresser quand même les patrons auvergnats, parce que ça leur coûte moins de cachet, on va dire, en fin de balle, et en plus ça attire les jeunes. L'arrivée de l'accordéon dans le milieu auvergnat et pour cette rencontre entre donc la cabrette et l'accordéon, ça a été assez violent. Parce que ça a été violent
en fait, sous couvert de défendre la tradition, on défendait plutôt la monnaie. C'est-à-dire que les musiciens auvergnats ont tout de suite compris que cet accordéon et ces joueurs d'accordéon, principalement italiens, allaient piquer le métier, quoi. Parce qu'ils étaient modernes, c'était un instrument complet, il y avait la mélodie, les basses et les accords, les gars demandaient moins cher, pouvaient jouer les airs à la mode, étaient plutôt beaux mecs. Ça a été violent. Il y a eu à l'Assemblée nationale des gens qui ont pris la parole en disant il faut tuer ces joueurs d'armoire à bretelles. Alors par armoire à bretelles, il y avait aussi une grosse arrivée des orgues de barbarie qui a été concomitant de l'accordéon. Mais quand même, c'était sauvons nos vraies musiques, nos vraies pures musiques, sauvons, sauvons. Les gens qui disaient sauvons commençaient à être des folkloristes, ils voulaient conserver quelque chose dans du formol, mais la vie est arrivée et ça a fonctionné. Que j'ai connu Grand Léon. C'était la noce, c'était la fête, qui revenait tout droit du front. Clara me dit déchiffé pour sa bonne, il fait pourtant pas tout ce qu'il y a de beau. Mais tu t'en sens, tu veux payer un homme, un vrai de vrai, un costaud. Toute la semaine, les Italiens de Paris, maçons ou ébénistes, travaillent dur. Mais le dimanche, ils s'amusent, dansent et jouent, toujours entre eux. Les Italiens, comme en fait tout groupe d'immigrants, même en France, ils ont eu tendance à, dans un premier temps, à se regrouper dans certains quartiers, à partir, disons, de la gare de Lyon, en allant vers l'Est. Par exemple, dans Paris même, un quartier qui était typiquement italien, c'était le Faubourg Saint-Antoine, où il y avait, entre autres, beaucoup d'artisans, beaucoup de menuisiers, beaucoup de fabricants de meubles. Encore maintenant, c'est une rue, le Faubourg Saint-Antoine, où il y a plein de magasins de meubles. Petit à petit, les Parisiens, d'abord surpris par ces étrangers volubiles, commencent à fréquenter leur bal. Et la géographie de la ville va changer l'histoire. En remontant le Faubourg Saint-Antoine, on arrive à la Bastille. Et un peu plus loin, à droite, par la rue de la Roquette, on pénètre chez les Auvergnats. Tiens, ce qui devait arriver arriva donc. La scène se passe en 1906. Alors l'accordéon arrive, il est partout, il est déjà s'immisce dans les balles, tout le monde l'aime, mais il faut un moment mythique. Et ce moment mythique est raconté par Louis Pédurie. C'est l'histoire de son frère Charles Pédurie, qui est un des premiers à avoir joué du diatonique. On a des enregistrements, et c'est assez étonnant, parce que quand on l'entend jouer, il se plante pas mal. Donc c'est quand même du diatonique très, très début. Et un jour, il rentre chez Bouscatel. Bouscatel, c'est le temple de la musique auvergnate, c'est le maître de la cabrette, qui a déjà enregistré plein de disques et tout ça. Il rentre, Bouscatel le voit, lui dit « Toi là-bas, tiens, viens donc sur scène ». En fait, il veut tenter de le ridiculiser. Il va jouer des bourrées, il dit à l'autre « Accompagne-moi avec ton accordéon ». Et il va essayer de le perdre, mais Pédurie étant un musicien formidable, ne le perd pas. Bouscatel se serait levé et aurait dit à l'assistance « Voyez, la cabrette, c'est fini. L'avenir, c'est l'accordéon ». Pédurie va se marier avec la fille de Bouscatel, et disons que c'est le moment où tout est scellé, on sait que l'accordéon est le roi maintenant du bal. Rue de la peur, autant joyeux, où les frappes étaient chez eux. Alors en 1925, dans un article du Crapouillu, il y a un type qui s'appelait Jean Oberlé, un dessinateur, qui définissait la rue de Lappe comme la rue de la danse. Il y a eu, entre deux guerres, jusqu'à 11 ou 12 ou 13 balles, je ne sais plus exactement. Alors ici, il y en avait un qui s'appelait le Musette. Le bar des familles, eh bien, s'appelait le bal des familles. C'était un bal strictement auvergnat, jusque dans les années 50 et peut-être même 60. Cette chapelle des Lombards s'appelait autrefois les bars au vert, hein, et c'était le plus ancien établissement de la rue de Lappe, 1850 à peu près. Au 18 en face, chez Bastide, c'était un bar de voyous, hein, d'hommes du milieu, réputés. Hein. Et nous arrivons dans le saint des saints de la rue de Lappe, de la Bastoche, c'est-à-dire chez Bouscat, au 13 et 15
c'était un très très beau dancing, et c'est ici qu'est né le style accordéon-musette. Voilà, là, ensuite la rue de Lappe s'est étendue, et là, eh bien, nous arrivons au fameux Balageau, qui date de 1935-36, autrefois chez Vernet, au vrai de vrai, hein. Et ben voilà le Balageau, on va enquiller, quoi, on va enquiller, et ben j'en... Dans les petits bals, on danse, on s'observe et on fait aussi de curieuses rencontres. Ce qu'on appelle d'abord les apaches, puis les mauvais garçons ou les marlous s'y sentent chez eux. On est loin du grand monde, on joue parfois des poings ou du couteau, et on parle argot. Le bal au vrai de vrai était contenu dans ce qui est le bar du Balageau, c'est-à-dire que c'était un tout petit bal, parce qu'un bal musette c'était toujours petit, hein. Et puis en 1934, il y a une fille, 9 rue de Lappe, c'était un hôtel à l'époque qui était aussi la propriété de Vernet, qui a été retrouvée ligotée, étranglée. Alors on dit que le vieux Vernet a eu les flubes, et puis qui s'est empressé d'essayer de vendre son bal. Alors il y avait un gars qui montait dans la rue de Lappe qui s'appelait Georges France, qui était un ancien ouvrier marbrier. Ouais, enfin bon, c'est toujours la même chose, quoi. Hein, bon, il a fait quand même un peu partie du mi-temps, hein. Et puis finalement, il a racheté ici, enfin avec de l'argent, etc. Ouverture définitive le 18 juin 1936, et il y avait du beau monde, il y avait Louis-Ferdinand Céline, il y avait Henri Mahé, il y avait Odette, il y avait Mistinguette, il y avait je sais plus qui, je sais plus quoi. Voilà, le Balageau est un ancien musette superbe, quoi. Alors il a fait la concurrence au Bouscat à côté, quoi. Alors ce quartier de la Bastille, la Bastoche, comme j'aime bien l'appeler, est un quartier où l'on s'amuse depuis fort longtemps. La présence des Auvergnats est attestée dès Louis XV, donc avant la Révolution. Et probablement qu'à cette époque, les Auvergnats dansaient, car ce sont des gens très, très jaloux de leur folklore. Ils ne disent pas culture, leur folklore, le folklore auvergnat, la bourrée, la montagnarde, la crousarde. La première description de la rue de Lappe, c'est en 1870, pendant le siège de Paris, dans Conte du lundi d'Alphonse Daudet, où il dit qu'on a l'impression, rue de Lappe, d'être dans un village d'Auvergne. On est surpris par le côté costaud des Auvergnats. Les femmes sont costaudes, elles dansent, on tape du pied, on fait la huque. Enfin, c'est un cri, quoi. La montagnarde, on crie, etc. C'était un spectacle d'aller dans ces petits bals. Les Italiens, avec leur accordéon, se sont imposés auprès de certains patrons de bal auvergnats. Ils ont amené leur accordéon. Progressivement, la musette, la cabrette va disparaître. Alors il y aura le bal musette encore auvergnat, où là il continuera d'y avoir la musette, mais eux aussi intègrent l'accordéon, mais dans les bals musettes, les guinches parisiens, il n'y aura plus que le pliant, le dépliant, quoi, le soufflet, hein. Disparu la cabrette? Pas vraiment. À quelques dizaines de mètres du Balageau, au siège historique des cabrettères, retentit encore le bon vieux son de l'instrument ancestral que jouent désormais 400 personnes à Paris. Mais reprenons le fil de notre histoire. Après la guerre de 14, le bal a eu sa propre représentation. C'est-à-dire que les gens qui étaient sortis indemnes de la guerre de 14, eh bien, les gens de la haute venaient au contact des durs, des purs, des vrais de vrais. On les appelait comme ça, hein, les purs, des purs. Et alors, eux,
rue de Lappe, ou dans des rues comme la rue Homer, la rue des Gravilliers, les patrons jouaient aussi un rôle, c'est-à-dire que on accentuait le côté terrible et le côté un petit peu dangereux. Alors tout ça faisait une mise en scène, mais qui était quand même réelle. Quand Fréhel, dans je ne sais plus quelle chanson, moi je connais, disait Fonfon, un coin où les affranchis vont, c'est à 2 pas de la Bastille, un petit bal de famille. Il est sûr que le petit bal de famille de Fréhel, c'est pas un bal de famille, c'est un petit bal de famille où il y a des barbeaux. Ça, c'est sûr. Parce que elle, Fréhel, la famille, elle n'en a pas eu beaucoup. Donc, vous voyez, il y a une dérive. C'est ça qui est intéressant. On s'amuse. C'est un petit bal de famille. Ça veut dire c'est un petit bal de famille où on est entre nous. Mais nous, les voyous, quand on est chez nous, nous gâchons toujours sur nos vieux amours. Il y a l'affirmation d'une culture populaire parisienne, comme j'aime bien dire, matinée voyou à ce moment-là. Mais nous les voyous, quand on est chez nous, et nous gâchons toujours sur nos vieux amours. Regardez ça mesdames, si qu'elle est vaste javala, on la danse à petits pas, 1, 2, 3 comme ça. C'est pas fait pour les michons, pas fait pour les cochons, ni pour les gonzesses à pognon. Non, c'est nous seuls qu'on l'a fait, car c'est la vraie et le vrai, oh! Alors dans les personnages importants dans l'histoire du musette, il y en a un en plus, il me tient à cœur, il s'appelle Émile Vacher. Dès ses 12-13 ans, il joue à la barrière de Montreuil, chez la mère Delpech. Là, il vire un Italien qui jouait, un vieil Italien, et parce qu'un gamin qui joue comme il joue, ça rapporte plus. En 1910, son père va acheter un bal, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. C'est vraiment le premier bal musette. C'est pas un bal auvergnat transformé. Il crée un bal qui s'appelle bal musette. Ça va devenir la coqueluche des branchouilles parisiens. C'est là où il faudra être, bal de la Montagne Sainte-Geneviève. Et là aussi, ça sera un passage vraiment. On sort de la communauté auvergnate et on part. Et ça y est, le musette est lancé. Désormais sortie des bouges, cette musique rythme la vie des Parisiens. C'est alors le loisir principal des classes populaires, accompagnant les moments forts, adoucissant la vie quotidienne. C'est au bal qu'on se rencontre, qu'on exprime ses espoirs et qu'on oublie ses doutes. Le bal est une partie de la culture populaire et quand il illustre aussi le quotidien des travailleurs, pour moi c'est quelque chose de déterminant. On ne peut pas dissocier le bal de la culture du travail dans les années 30. On faisait les grèves. Pendant la période des grèves, on prenait un accordéon, on dansait. Après le travail, on se retrouvait dans les bistrots, on dansait. Enfin, on dansait tout le temps. Au départ, on a ces migrants de l'intérieur, les Auvergnats, et ces migrants de l'étranger qui mêlent leurs habitudes de musique, de fête, etc., pour fonder un genre qui n'est ni auvergnat ni italien, mais qui devient un genre parisien. La valse musette, la java, c'est l'identifiant des loisirs populaires, c'est la musique du monde ouvrier de la France d'entre-deux-guerres. Alors la java, on sait que c'est une mazurka Rosina qui s'est déformée. Louis Pégury, dans son livre mythique qui s'appelle Du Bouge au Conservatoire, en donne une version. Il dit que donc c'est cette fameuse Rosina. Un jour, 2 filles demandent qu'on la joue un peu plus cadencée. Elle se transforme et le patron, qui est un Auvergnat, voit ça et dit « Oh bah, chava, chava » avec son accent. Et ça se propage dans Paris, ça devient la java. Une autre version dit que c'est Vacher en javanais, alors que c'est une évolution d'une danse, donc d'une mazurka, qui se transforme et qui est acceptée par les danseurs qui se mettent à la faire évoluer comme toutes les danses, quoi. La façon de se tenir dans les valses musettes, on verra après la valse qui s'appelle la toupie, où il y aura des concours, il fallait danser sur un guéridon. Un guéridon, ça tient juste avec un pied, il faut vraiment danser sur place, sinon on se cassait la figure. Les marlous sont mis à danser la java en mettant plus ou moins leurs mains sur les fesses des cavalières. Donc là aussi, ça a joué dans le folklore. Les marlous, les cavalières habillées assez sexy, les mains des cavaliers sur les fesses et tout ça, ça se dandine. Une horreur pour la bourgeoisie de l'époque. En gâchant ce truc-là, le cafard s'en va. Si vous êtes prêts, bah c'est le meilleur termel. Si vous êtes cocu, vous n'y pensez
pensez plus. Et quand la montre vous tient, même si vous êtes sous, bah vous restez vous. Oui, ça guérit tout. Quand tu es jaloux, et ça met dans le cœur un petit peu de bonheur. Regardez ça mesdames, si qu'elle est vaste javala. On la danse à petits pas, 4, 5, 6 comme ça. C'est pas fait pour les nichons, pas fait pour les cochons, ni pour les gonzesses à pognon. Non, c'est nous seuls qu'on l'a fait, car c'est la vraie, notre vraie. Oui, c'est la vraie, le vrai. L'ère de l'insouciance s'achève. Ailleurs, des menaces se lèvent et des vies basculent. Oh bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato. Il y a eu la période de l'entrée des guerres où même Paris était devenu la capitale, on a pu dire, de l'antifascisme en exil, dans le sens que parmi les très nombreux antifascistes qui avaient quitté l'Italie, la grande majorité s'était installée en France. Mon père, d'origine italienne, a refusé d'être enrôlé dans les chemises noires, dans les brigades mussoliniennes. Ce qui fait qu'il a été, il était maçon, hein, il avait d'abord été apprenti maçon dans son village d'Italie, Italie du Nord, et comme il a refusé d'être enrôlé dans les brigades fascistes, il a été carrément barré à l'encre rouge partout dans les chantiers alentours. Et il a donc choisi, à l'époque ça se faisait, dans les années 1922, il est donc venu en France. Il est arrivé à la gare de Lyon par un train de nuit. Il n'avait pas les moyens d'aller à l'hôtel. Il a couché sur un terrain vague qu'il y avait là autour de la gare de Lyon. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces bâtisses qu'il y a aujourd'hui. Et le lendemain, dès le lendemain, il s'est mis en campagne. Il avait sans doute des relations qu'il connaissait, qui étaient déjà venus travailler en France. Et dès le lendemain, il a commencé à travailler sur les chantiers, ce qui fait qu'il a gagné sa vie assez rapidement. Je crois que lui était encore ancré dans son Italie, et même s'il n'avait pas aimé le régime à l'époque, il s'était fait des amis français, même s'il y en avait beaucoup d'Italiens. Mais il s'est moins intégré que nous, la génération d'après, quoi. Mes sœurs se sont intégrées comme les Françaises. Il y en a une qui est devenue adjointe au maire de Pantin, l'autre qui est devenue... Bref, elles se sont installées dans les cités, quoi, je veux dire. Et puis en même temps, elles ont continué à se rendre utiles d'une manière sociale. C'est pas mon cas, moi ça a été une vie un peu égoïste, comme ça, avec mon accordéon. Et puis voilà, quoi. Marcel Azzola, qui sera plus tard musicien de Piaf, Montand ou Brel, est né dans le Paris populaire de Belleville et Ménilmontant, qui est avec la Bastille un des hauts lieux du musette. Et là aussi, les Auvergnats s'étaient installés, ouvrant des commerces qui les ancraient définitivement à la cité. Les Auvergnats, en général, étaient méprisés. Quand on lit même un petit peu la littérature du 19e siècle, que ce soit chez un grand classique comme Balzac ou chez Labiche, vous avez plein d'auteurs du 19e siècle comme ça où l'Auvergnat est totalement caricaturé. En général, on le décrit comme pingre. Dans une époque où l'entraide finalement était très forte, où l'esprit communautaire était très fort, parce que les gens au départ ils arrivaient à Paris, ils n'avaient rien. Hein. Donc c'est cet esprit communautaire qui a favorisé à un moment donné le groupement des gens dans un même métier. Le Bougna au départ n'était pas un bistrot, c'était un marchand de charbon uniquement. D'ailleurs, sur l'origine du mot Bougna, il y a plusieurs versions qui circulent. L'une serait que ça viendrait du patois charbougnat, qui veut dire charbonnier. Et l'autre version, c'est que les gens criaient dans la rue avec leur petite brouette, avec leur sac de charbon dessus. Et ils criaient charbougnat, charbougnat, charbougnat. Et par déformation, c'est devenu charbougnat, puis Bougna. J'ai débuté dans le charbon comme mon commis là que j'ai. Et maintenant? Et maintenant, je suis patron. Quand j'ai débuté à Paris, dans le café charbon, qu'on appelle le bistrot et le charbonnier, j'ai une sœur qui était charbonnière, qui était bougnate, alors j'ai continué ensuite chez d'autres patrons, et de petit à petit j'ai commencé à grandir, quoi, enfin, comme on dit, à faire le petit magot, et puis
Et aujourd'hui, je suis patron. Et maintenant, il y a un gros magot, alors. Enfin, pas tellement gros, on ne peut pas dire tellement gros, mais enfin, on arrive à commencer, quoi. C'est à partir de ces marchands de charbon qu'on est arrivé ensuite au bistrot. Il y avait des mines en Auvergne, en particulier dans la région de Brassac-les-Mines, qui est au sud du Puy-de-Dôme. Et au départ, c'était des gens de ces régions des mines qui venaient avec le charbon à Paris, en bateau. Donc ils remontaient l'Allier, la Loire, le canal de Briard, la Seine. Une fois qu'ils étaient arrivés, donc ils vendaient le bois de sapin du bateau, et sur place, ils vendaient leur charbon. Puis après, ils revenaient au pays, etc. Et par la suite, ils se sont installés. Et donc, c'est devenu donc, des boutiques de marchands de charbon. Alors, comment on est passé au café on l'explique d'une manière un petit peu colorée, comme ça, un petit peu anecdotique. C'est-à-dire que les clients ils venaient chercher le charbon, la femme prenait la commande, et puis le temps qu'ils attendent que le charbon soit chargé, etc., ils disaient, bon, vous reprendrez bien quelque chose. Ouais, bon, allez, un petit canon. Puis bon, au début, on donnait un petit canon, on l'offrait, puis après on le vendait. C'est comme ça, progressivement, sont nés les cafés Bougna. Loin du petit Bougna mal éclairé, Lippe, Le Flore ou Coste, les établissements les plus chics de Paris, furent la création des Auvergnats, prouvant leur ascension dans la vie parisienne. On peut dire que l'Auvergnat est un Parisien comme les autres à partir des années 1930, justement parce que c'est le moment où vous avez précisément un président de la République, Paul Doumer, un président du Conseil, un cardinal archevêque de Paris qui sont originaires du Massif central. Et donc là, il y a plus ce problème du 19e siècle qui était l'absence d'intégration. Donc ça a totalement changé. Et d'ailleurs, c'est aussi l'époque où les immigrés, ça devient, dans l'esprit des gens, des personnes qui viennent d'autres pays. Les caractéristiques de l'immigration auvergnate, entre guillemets, même si c'est une immigration de l'intérieur, se retrouvent finalement sur les émigrations étrangères du XXe siècle. Il y a comme une espèce de continuité, ce qui relativise aussi un certain nombre de préjugés racistes, entre guillemets, puisqu'on voit bien que finalement c'est pas lié à une origine, mais que tout groupe humain qui arrive et qui, en étant en bas de l'échelle sociale, à un endroit donné, en n'ayant pas les armes culturelles, etc., pour s'adapter, dans un premier temps, il y a souvent quelques problèmes avant d'arriver à une intégration progressive. On a tendance maintenant, en l'opposant parfois à d'autres immigrations, justement, à édulcorer un peu ce que a été le parcours de l'immigration italienne. Il y a eu quand même des moments de répit communautaire, il y a eu des moments des conflits relativement aigus pour des raisons qui peuvent être à la fois d'ordre culturel, mais aussi d'ordre politique. Moi, je dirais que l'intégration des Italiens, elle a été, globalement parlant, une réussite. Tout petit déjà, l'école a bien fonctionné, l'intégration se faisait d'une manière normale. Il faut dire que mes parents avaient refusé qu'on apprenne à parler l'italien pour qu'on n'ait pas d'accent, pour qu'on soit vraiment intégré et qu'on ne soit pas, du moins, la risée de quelques mômes, des fois qui sont méchants, salerital ou des choses comme ça. J'ai pas eu droit à ça du tout, du tout. Mais mon père, lui, quand il est arrivé à Paris, une des premières choses qu'il a fait, il habitait rue des Amandiers, il avait une salle de boxe, où on apprend à boxer, et il était allé prendre quelques cours de boxe pour pouvoir se défendre. Comme quoi il fallait d'abord apprendre à parler le français. Et pour lui, comme il fréquentait encore beaucoup son ethnie, quoi, il allait jouer au boule avec les Italiens. Donc, et c'est là où moi il m'emmenait. J'étais tout le monde à vélo, on allait sur les boulodromes le dimanche. Dès le départ, je me suis senti français. Et puis, je veux dire, quand j'entends la Marseillaise à l'étranger, quand on est à l'étranger, il faudrait entendre l'hymne italien, je m'en fous. C'est pas mon hymne. Voilà, c'est comme ça, c'est un peu idiot de parler d'hymne, hein, c'est pas, même s'il est guerrier, je suis pas du tout, je suis pas guerrier. Mais bon, non, je sais pas, j'ai pas fait de complexe. Dans l'entre-deux-guerres où les Italiens étaient très nombreux en France, on les voyait un peu partout, et partout où il y avait des Italiens, les gens savaient qu'il allait y avoir de l'accordéon, qu'on allait pouvoir danser. On a donc d'un côté cette histoire du genre musette
qui est en soi symbolique du mélange des cultures, de tous les apports qui sont ceux des migrations au-delà du travail. Et puis, de l'autre côté, il est indiscutable que ça a été un adjuvant, un catalyseur de l'insertion des Italiens dans le milieu populaire. D'abord parce qu'ils étaient eux-mêmes des musiciens et des facteurs d'orgue, et qu'ils ont transformé l'instrument pour le rendre plus accessible au milieu populaire, et puis parce que ils avaient dans leur tradition une très forte culture musicale qui faisait partie de leur culture communautaire. Nombreux furent en effet les accordéonistes d'origine italienne qui firent danser les Français, comme Tony Murena ici. Et jusqu'à Marcel Azzola. Mon père en Italie, il n'y a pas eu que l'histoire mussolinienne, il y a eu l'histoire, c'est qu'il jouait de la mandoline en amateur et qu'il avait eu un orchestre de 30 mandolinistes, mais amateurs. C'était le plaisir de jouer, ce qui fait quand il venait me voir avec mon orchestre bien des années après, il me disait « toi, mon petit orchestre », il avait un accent. Et voilà, donc il aimait la musique et il fallait que ses enfants fassent de la musique. J'ai commencé le violon à 8 ans. À 9 ans, ça a été l'accordéon parce qu'un ami de mon père, sur son chantier maçon, avait un fils déjà jeune prodige qui était en Angleterre dans un orchestre de jazz symphonique qui s'appelait Jack Hilton. Donc cet ami de mon père dit à mon père « mais fais-lui arrêter le violon, qu'il apprenne l'accordéon, il gagnera toujours sa vie avec ça. » J'ai eu la chance d'avoir un très très bon prof que j'ai fréquenté, qui m'a emmené assez vite vers les épreuves, et les épreuves que j'ai eu la chance de passer brillamment, donc il faut croire qu'il m'enseignait bien. Et puis oui, j'ai accroché assez vite. Comme j'avais eu la chance de faire du violon au départ, et avec le violon, il fallait faire du solfège. Et le solfège, vous apprenez à lire la musique, indispensable. Alors qu'à l'accordéon, à l'époque, on pouvait apprendre l'accordéon d'oreille, c'était pas indispensable de faire du solfège, on pouvait fredonner des petites chansonnettes tout de suite. Et j'ai eu cette chance d'être engagé très vite dans les orchestres. Alors j'ai commencé le métier pratiquement à 12 ans, allez. Aujourd'hui, ça ferait enfant martyr, mais à l'époque, ça se faisait. J'ai eu des copains qui ont commencé le métier très tôt aussi. Je ne sais pas s'ils jouaient mieux que moi ou moins bien, j'en sais un peu importe. En tout cas, c'était comme ça, et j'avoue que de commencer un métier très tôt, c'est formidable aussi. C'est formidable, et j'ai eu la chance très tôt d'avoir une paye d'adulte. Vous vous rendez compte? Avant d'animer pendant 40 ans des bals populaires, le jeune Marcel Azzola commença sa carrière dans les guinguettes qui jalonnent les environs de Paris. Et nul besoin alors d'aller loin pour se sentir ailleurs. Les bords de Marne offraient tous les délices. À Nogent, eh bien, c'est en fait le lieu de la musique populaire. Avec les guinguettes, avec la venue massive de tous les ouvriers parisiens et les employés le dimanche, etc. On était dans une ville qui était un berceau de la musique populaire. Et du coup, la rencontre entre la communauté italienne d'un côté et ses habitudes de musique, et puis le milieu nogentais, a évidemment fait de Nogent un lieu tout à fait particulier dans l'histoire du musette. Les bords de Marne sont véritablement les lieux privilégiés où peuvent s'installer des bals, restaurants, et puis qui deviennent ces fameuses guinguettes. Toute une vie des bords de Marne qui commence avant la Première Guerre mondiale. Ce qui se passe entre les deux guerres, c'est l'augmentation de la population de la région parisienne, et on peut dire la généralisation
d'une culture ouvrière, d'une culture populaire. Dans l'entre-deux-guerres, on a une période où véritablement la culture ouvrière tente à devenir la culture majoritaire, tente à devenir légitime. Et du coup, il y a toute une série de manifestations de cette culture, en particulier les loisirs, qui devient un peu la culture de tous les Français, ou la culture phare en quelque sorte. Et c'est très important d'ailleurs pour les migrants qui prennent leur part dans cette culture ouvrière. Le musette, pour moi, c'était les guinguettes du départ. Mon premier prof, vous savez ce que c'était qu'une guinguette? Une guinguette, c'est une espèce de... Ce qu'il faut, c'est avoir un bon plancher pour les danseurs. C'était pas un claire-voie quand même, il y avait un toit quand même. Mais enfin, c'était un peu comme les chapiteaux sans la toile. Il y avait donc... comment expliquer? Je me revois dans cette guinguette. Le prof, mon premier prof donc, qui m'avait fait travailler quelques morceaux, me donnait son accordéon, et moi, je me mettais à ce qu'on appelait à l'époque, on ne disait pas ni la batterie, ni c'était le jazz. Et le jazz, c'était une caisse claire, une grosse caisse, pour faire le rythme. Alors, j'étais pas batteur du tout, ni drummer, comme on dit en anglais, je lui faisais la cadence pour les danseurs. Je faisais le métronome, quoi. L'accordéon va après résonner dans toutes les provinces de France, puisque les gens vont apprendre à en jouer, vont retourner au pays, et des distributeurs aussi, évidemment, des magasins de musique, ça existait, vont s'installer. Et à l'époque, la diffusion de la musique, avant le disque qui arrive en 27, avant la radio, la diffusion, c'est des petits formats. Et des petits formats vont être fabriqués, c'est-à-dire les petites partitions en 4 pages, vont être fabriquées et diffusées. Le travail des éditeurs, aujourd'hui on parle beaucoup de l'édition musicale, mais à travers Internet, mais à l'époque, la diffusion, c'est pas le câble, c'est pas la toile, c'est des petites mains qui vont vendre ces partitions. Et quand un air est à la mode à Paris, il descend très très vite en province avec ces petits formats, et il est joué dans les balles, et c'est le top parce qu'on est à la mode. Au musette, on jouait les chansons françaises. Qu'est-ce qu'on jouait comme tango? On jouait Tel qu'il est, c'était un tube de Tel qu'il est, il me plaît, il me fait. C'était un tango formidable. C'est Fréhel qui chantait ça. J'ai eu la chance d'accompagner Fréhel. C'était à l'occasion comment on appelait ça, d'un radio-crochet. Elle attendait son guitariste qui n'arrivait pas. Et le crochet était déjà terminé. Donc, deuxième partie, Fréhel. Elle me voit en coulisses et elle me dit... Est-ce que tu pourrais m'accompagner, mon petit? J'ai dû l'accompagner au moins dans 2 chansons. Et elle a dû parler, elle a dû expliquer. Je ne sais pas si elle a touché son cacheton, mais moi, elle m'a rien donné. Et voilà. Mes chers auditeurs, nous avons eu le plaisir de surprendre Fréhel. La voici. Bon, eh ben, je vais vous parler de mon nouveau gigolo. Un mec dans le genre d'Alexander. Tel qu'il est, il me plaît. Allez, roulez! Fait de l'effet et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi haut qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal, du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, mais je m'en fous, tel qu'il est, il me plaît. Bien sûr, quand les temps difficiles surviennent, la gaieté n'est plus de mise. Et pourtant, discrètement, on danse encore pour essayer de vivre comme avant. Il y avait déjà pendant la guerre des bals clandestins. Je sais que j'ai joué dans un bal clandestin rue Turbigo. C'était un appartement où il y avait une grande pièce et il fallait se faufiler le long des murs pour y arriver. Il ne fallait pas se faire voir parce que je ne sais pas, est-ce que c'est le propriétaire de l'appartement qui a eu des ennuis ou est-ce que c'est moi avec mon accord? J'en sais rien. En tout cas, je sais que j'ai aussi participé à des bals clandestins. Alors est-ce que c'était être anti-français? J'en sais rien. Les plus grands bals
en fait, ont été après-guerre. Juste après-guerre, la libération, là, toute la France danse, et toute la France danse quoi? Le musette. Un 14 juillet après-guerre, c'était des milliers, des dizaines de milliers de gens et des centaines d'orchestres qui rythmaient la danse en France. Ça a été le délire, quoi, puisqu'il y avait des balles partout, partout ça dansait. Le Moine Bistrot avait une salle dans laquelle les gens aimaient se retrouver. Tout le monde jouait pas bien. Les musiciens n'étaient pas tous très bons, mais les gens s'amusaient, et ils s'amusaient bien, quoi. Et c'était essentiel aussi, quoi. Dans l'immédiate après-guerre, on célèbre la griserie d'être en vie, la liberté retrouvée, les projets merveilleux qui redeviennent possibles. Bientôt, ce seront les 30 Glorieuses, l'émergence d'une vaste classe moyenne, l'accès du plus grand nombre au confort, et le début de la société des loisirs. La première fois que j'ai vu des bals, donc c'était en province, j'ai trouvé que donc les gens qui allaient à ce bal, c'était justement mes voisins, des petits messieurs, des petites dames qui étaient qui faisaient partie de notre quotidien, devenaient superbes, devenaient beaux. Et il y avait une espèce de parenthèse comme ça dans la vie qui faisait qu'à ce moment-là, les choses avaient l'air jolies, les gens avaient l'air heureux. La vocation première du bal, c'est une vocation de socialisation. On a une culture de la vie, un apprentissage de la vie à travers le bal. Donc les enfants dansent ensemble, dansent avec les grands-parents, on apprend à danser ensemble. Je ne suis pas danseur, donc je peux pas dire quel est le plaisir de la danse, mais de les voir, de les faire danser, de vouloir absolument qu'ils dansent, ça a été mon métier quand même. Et ça, c'est quand ils veulent pas se lever de leur chaise dans les bals, c'est qu'on n'est pas bien. C'est qu'on ne fait pas son métier. Dans les bals du XXIe siècle, l'accordéon est toujours le roi. Il est même l'objet d'un véritable culte pour ses principaux officiants. Voilà un type d'instrument qui m'a plu de découvrir, le piano-l'accordéon. C'est un clavier de piano coupé en deux. Là, un accordéon de concert, les premiers aussi. Le joueur n'a jamais joué ni musette ni chanson, que des morceaux classiques. Il y a une pièce pour moi extraordinaire, c'est celle-ci, celle d'un grand maître qui a été mon professeur, entre autres, Médard M. Ferrero. Voilà, formidable Ferrero, qui a fait des méthodes magnifiques. Et puis il y a encore aussi ces accordéons sculptés, ici, avec des effigies célèbres. Regardez, on se privait de rien, Wagner, Richard Wagner, ici. Et ici, on a Verdi et Mozart. Vous voyez? Donc, accordéon aussi, accordéon de concert. Enfin, mais il y en a partout. Alors on va essayer de trouver là, avec cette aubade d'oiseau, on va trouver le style qui faisait. Mais il y a aussi eu des jolies valses italiennes comme Oil Marie. Oil Marie. Oil Marie.
peut tranquillement feuilleter l'histoire du musette à travers ses photos. Martin Kella, donc un des papes de la musique auvergnate à Paris, éditeur, musicien, entrepreneur de spectacle. Émile Vacher, avec un chromatique de Martin Kella, la boucle est bouclée, le pape, le créateur du genre musette, joue sur un accordéon de la marque auvergnate Martin Kella. Cet homme-là a révolutionné, avec Gus Viseur, il a révolutionné l'accordéon en amenant le swing américain Murena qui venait aussi du côté de Nogent. Puis là, Joe Privat. Joe Privat, alors là, un personnage unique, je dirais la synthèse de toute l'histoire du musette, c'est-à-dire le côté voyou, le côté italien, le côté musicien d'exception, le côté parlant argot, enfin voilà, pour ceux qui l'ont rencontré, Joe Privat reste un personnage unique. Ici, en 1950, cigarette, casquette, accordéon chromatique, le titi parisien, d'origine italienne, dans toute sa splendeur. On danse encore rue de Lappe, même si les rythmes ont changé. Les musiques et danses du monde, comme la salsa ou le tango, ont remplacé valse et java. Les générations passent, les espoirs demeurent. Le brassage permanent de la grande ville fait son œuvre. Des gens se retrouvent, nés ici ou venus de loin, porteurs de rêves différents mais au fond identiques. Trouver son chemin, être heureux, se sentir utile et apprécié. Comme d'autres jadis, venus du Cantal ou d'Italie. Quand il joue de l'accordéon, sous l'apogée des frissons, sa musique m'emballe, mon petit cœur s'cavale, pour balancer une java, crois que qui se posable là, j'ai le nombril en tire-bouchon, quand il joue de l'accordéon.